Numéro 6, Senator Dick. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Senators, Merci, Monsieur le Président. Honorable sénateur, je prends la parole pour porter l'attention du Sénat aux écarts dans les politiques du Sénat du Canada comparativement aux autres organes parlementaires concernant le comportement de sénateurs qui constituent de l'intimidation, de harcèlement ou de l'inconduite sexuelle en séance parlementaire. J'avais déposé cette interpellation comme moyen de moderniser notre institution par rapport aux politiques et règles concernant le comportement des sénateurs. Chers collègues, en tant qu'honorables sénateurs, nous sommes investis d'une confiance et nous devons agir de façon honorable. C'est-à-dire, nous devons nous comporter selon les plus hautes normes de dignité, respect et normes éthiques telles que sont l'attente de n'importe quel responsable public. Nous servons les Canadiens dans cette enceinte privilégiée et notre comportement envers les autres sénateurs, envers l'administration, le personnel et le public devrait toujours être exemplaire. Or, au dernier Parlement, le 11 juin, à la réunion du 11 juin 2019 du Comité des peuples autochtones, certains sénateurs m'ont constamment traité avec condescendance et m'ont rabaissé comme présidente du comité. Leur conduite déshonorable allait à l'encontre de ce que l'on attend des sénateurs. Honorables sénateurs, chacun d'entre nous a le droit d'être traité avec honneur, respect et courtoisie. Un environnement respectueux nous permet de nous acquitter de nos fonctions sénatoriales de façon efficace et efficiente. Notre ancien collègue, le sénateur Joyal, nous rappelait récemment de l'importance de la signification du titre honorable. Il dit, et je cite, comme vous le comprendrez, les sénateurs sont dans une position très privilégiée par rapport à leur titre. Leur titre est honorable et donc ils doivent agir honorablement, non seulement comme sénateurs, mais également en dehors de la Chambre du Sénat. Bref, il disait que les actions des sénateurs devraient être honorables afin de préserver l'autorité, la dignité et la réputation du Sénat du Canada. Or, la conduite de certains des sénateurs à la réunion du 11 juin n'était pas dignifiée et entachait la réputation du Sénat. Les torts à la réputation du Sénat ont été confirmés par un courriel spontané que j'ai reçu d'un membre du public qui avait assisté à la dite réunion du 11 juin. Cette personne disait, et je cite, « Je dois avouer que j'ai été très troublée et découragée par les tactiques et le comportement verbal qui frôlait la maltraitance, surtout celle du sénateur X. J'estime que le sénateur X et parfois même le sénateur Y dépassaient les bornes et franchissaient la ligne de la dignité et du respect envers la présidence de la réunion. » Fin de citation. Puis, chers collègues, vous remarquerez que par courtoisie, je n'ai pas nommé les sénateurs en cause. Je continue de citer le courriel. Il ne s'agit pas, tout en majuscule, il ne s'agit pas ce que l'on s'attend d'un comité du Sénat qui est censé être un organe de second regard serein entre pairs respectueux. Sénatrice Dick, j'admire votre grace, dignité et résilience sous cette pression. Chers collègues, ce qui m'est arrivé à la réunion du 11 juin correspond à la définition du harcèlement telle qu'elle est prévue dans la politique sur la prévention et le règlement du harcèlement au milieu du travail. Je cite, « Il s'agit de tout comportement inopportun et injurieux d'une personne envers une ou d'autres personnes en milieu de travail et dont l'auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice. Il comprend tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne ou tout acte d'intimidation ou de menace. » Fin de citation. Chers collègues, j'ai déposé une plainte de harcèlement, mais la direction des ressources humaines m'a répondu qu'il ne pouvait accepter cette plainte concernant le comportement d'un sénateur en séance. Après consultation du greffier légiste
et une décision de septembre 2019 du comité directeur du CIBA, la direction des ressources humaines a conclu que la politique ne s'applique pas en cas de harcèlement d'un sénateur si ce harcèlement fait partie donc d'une séance parlementaire qui est protégée par le privilège parlementaire et donc elle est exclue de la politique. J'avais au départ essayé de me plaindre auprès du conseiller sénatorial en éthique en me fondant ma plainte sur le code de conflit d'intérêts et d'éthique sénatoriale qui indique, et je cite, « La conduite d'un sénateur doit correspondre aux plus hautes normes de dignité inhérentes au poste de sénateur. Un sénateur doit ne pas agir de façon qui pourrait avoir porté tort au poste de Sénat ou à l'institution du Sénat. » Et 7.2, un sénateur doit s'acquitter de ses fonctions parlementaires avec dignité, honneur et intégrité. Toutefois, d'après une lettre du SEO du 31 juillet 2019, une plainte de harcèlement ne peut être déposée qu'après une constatation de harcèlement telle que déterminée en vertu de la politique sénatoriale sur le harcèlement. Mais comme je viens de le dire, d'après la direction des ressources humaines, la politique ne couvre pas le comportement des sénateurs en cours de séances parlementaires, puisque ces séances parlementaires sont protégées par le privilège parlementaire et donc sont exclues de la politique. En d'autres mots, honorables collègues, il n'y a pas moyen de se plaindre de se plaindre de harcèlement qui a eu lieu pendant une séance sénatoriale. Et ceci est vrai pour toute personne qui voudrait se plaindre de harcèlement par un sénateur. Chers collègues, il s'agit là d'une brèche, d'un échappatoire dans notre politique anti-harcèlement. Cet échappatoire nous expose au risque de harcèlement par d'autres sénateurs pendant les séances sénatoriales, c'est-à-dire pendant les réunions de comités à Ottawa et ailleurs au Canada, par exemple lorsque les comités se déplacent et voyagent. Et qu'en est-il des sénateurs qui voyagent au sein d'une association parlementaire? Chers collègues, l'essentiel des travaux du Sénat s'effectue en réunion de comité. Le rapport du CIBA de février 2019 sur le harcèlement indique, et je cite, « Les personnes qui harcèlent d'autres doivent être tenues responsables de leurs actions. Les coupables doivent affronter les conséquences de leurs actions. » Or, l'échappatoire dans notre politique fait en sorte que les sénateurs peuvent harceler d'autres personnes pendant les réunions de comité, et ceci sans avoir affronté les conséquences. En réunion de comité, les sénateurs, les greffiers, le personnel sont sans aucune protection contre l'intimidation ou le harcèlement par des sénateurs. De toute évidence, cette situation doit être rectifiée dans les plus brefs délais de façon à ce que les sénateurs soient tenus responsables de leur agissement en réunion de comité. Chers collègues, l'application de la politique anti-harcèlement est biaisée. C'est-à-dire que le privilège parlementaire protège le harceleur, mais la victime, elle, n'est pas protégée. La victime devrait également être protégée. Elle devrait également jouir de la protection parlementaire de façon qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions sans être harcelée. Lorsqu'un sénateur en harcèle un autre en réunion de comité, les deux personnes sont protégées par le privilèges parlementaires et donc leurs privilèges devraient être égaux. Toutefois, la politique anti-harcèlement fonctionne de telle façon que seul le privilège parlementaire du harceleur est reconnu. Il n'y a pas là d'égalité entre les pairs. C'est injuste envers les victimes de harcèlement. Chers collègues, de toute évidence, cet écart, cet échappatoire qui laisse certains sénateurs et d'autres personnes vulnérables doit être
rectifié. Je vais donner un exemple où cela s'est fait. Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords a adopté un code de conduite très robuste en juillet 2019. En vertu de ce nouveau code, le comportement qui s'apparentait à l'intimidation, au harcèlement ou à la inconduite sexuelle était une infraction de la règle 17 de leur code. En d'autres mots, éviter ce genre de comportement n'est pas qu'une matière politique. De plus, la règle 17 s'applique aux sénateurs et aux lords, donc, qui exécutent leurs devoirs parlementaires en séance parlementaire comme hors séance parlementaire. Donc, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'écart ou de brèche. De plus, l'équivalent britannique de la Charte des droits de la personne du Canada a été incorporé dans le Code de conduite de la Chambre des Lords. Et ces droits sont tout aussi valables que le privilège parlementaire. Leur définition de harcèlement précise que, en vertu de la loi sur l'égalité de 2010, le harcèlement est lié à une ou plus des caractéristiques protégées pertinentes, dont l'âge, le sexe, la race, la capacité, la religion ou la croyance, l'orientation sexuelle et le changement de sexe. Honorable collègue, la Chambre des Lords a adapté ces règles pour atteindre un juste équilibre entre le privilège des harceleurs et des victimes. De plus, leurs règles incluent l'égalité des droits pour la victime. Bref, ils ont été beaucoup plus justes que le nôtre et ils définissent ce qu'est l'intimidation, le harcèlement et l'inconduite sexuelle dans chaque aspect de leurs travaux parlementaires. Je pense que nous pouvons en faire autant. Je pense que ces changements importants doivent être appliqués au Sénat du Canada. Nous devons nous assurer que les sénateurs répondent aux plus hautes normes de conduite, de courtoisie et de respect pour toutes les personnes avec lesquelles elles font affaire dans l'exercice de leurs fonctions. Un sénateur ne devrait pas être protégé par le privilège parlementaire lorsqu'il se conduit de façon déshonorable en séance parlementaire. Honorable sénateur, comme le note le grand rapport du Sénat concernant la politique et le code dans l'affaire Meredith, le privilège parlementaire du Sénat dans son ensemble l'emporte sur le privilège des sénateurs individuels. Et dans son ensemble, le Sénat peut invoquer le privilège pour protéger la dignité et la réputation du Sénat. Afin de fermer la brèche dans notre politique de harcèlement, nous devons amender notre code parlementaire pour exonérer, c'est-à-dire pour interdire l'utilisation de la défense du privilège parlementaire lorsque un sénateur intimide, harcèle ou des autres ou fait preuve d'inconduite sexuelle. En ce faisant, nous tiendrons les sénateurs responsables de leurs actes, même pendant les réunions de comité. Et deuxièmement, nous renforcerions la justice pour les victimes. Et enfin, nous offrirons une certaine ouverture et imputabilité. J'espère que par cette interpellation, nous en arriverons à un consensus et que nous pourrons proposer une motion d'amendement du code de conflit d'intérêts et d'éthique afin de fermer la brèche dans notre code. Afin de fermer cette brèche, nous pourrions adopter une motion ordonnant au CEBA de casser cette décision qui exclut les sénateurs de la politique de harcèlement pendant les séances sénatoriales, dont les réunions de comité. Autre mesure logique, adopter une motion pour amender la partie 7 de notre code pour définir et inclure l'intimidation, le harcèlement et l'inconduite sexuelle et en faire une infraction au code de conduite. Ceci suivrait donc l'exemple de la Chambre des Lords britannique. Ensuite, le SCO pourrait réagir aux plaintes de harcèlement dans le cadre des réunions de comité. Honorables sénateurs, ensemble, nous avons le pouvoir du privilège parlementaire pour administrer nos affaires internes. Nous sommes les architectes de notre code d'éthique et nous pouvons donc modifier ce code de façon que le harcèlement, l'intimidation et l'inconduite sexuelle deviennent inacceptables et contraires à l'éthique pendant toutes les séances parlementaires. Sans ces changements, je crains que ce genre de comportement ne feront que
continuer et s'aborder la capacité du Sénat à s'acquitter de ses fonctions efficacement et dans le respect. Ce qui, bien entendu, mettrait les sénateurs et même le personnel de soutien dans des situations très difficiles. De plus, si nous ne fermons pas la brèche dans ce code, la confiance du public en le Sénat continuera de s'éroder. En conclusion, je serais intéressée d'entendre d'autres interventions à l'égard de cette interpellation. J'espère que grâce à cette interpellation, nous arriverons à un consensus et à une motion pour faire en sorte que le comité sénatorial permanent modifie le code d'éthique pour assurer que les sénateurs soient tenus responsables de leur conduite pendant toutes les séances parlementaires. J'estime qu'il s'agit d'un changement important pour le Sénat du Canada. Si nous adoptons ce changement, le Sénat, premièrement, renforcera la confiance du public dans le Sénat et deux, offrira un environnement de travail respectueux et sûr pour nous tous, pour que nous puissions nous accoter de notre travail. Et troisièmement, faire en sorte que la conduite des sénateurs réponde aux plus hautes normes de dignité inhérentes à nos postes. Merci beaucoup.